inquiétude sur les ventes, parce que je pense qu'on est tous, et notamment les professionnels, très traumatisés par ces 15 dernières années d'annulation de vente, avec notamment l'application de la garantie légale de conformité, qui était assez gênante parce qu'elle était très large dans son application. On avait la notion de défaut qui ne concernait pas uniquement les défauts physiques, mais également une non-conformité générale du cheval par rapport à son cavalier, donc par rapport à l'usage, ce qui permettait effectivement de rentrer beaucoup de choses dans les annulations de vente. Et on avait toute une analyse très importante entre le vendeur professionnel et l'acheteur particulier. Qu'est-ce qui faisait qu'on était professionnel? Qu'est-ce qui faisait qu'on était particulier? Et même si on se déclarait professionnel ou particulier dans le cadre du contrat, finalement, c'était remis en cause par les procédures, les avocats. On est arrivé au niveau de la jurisprudence sur une analyse très très fine où on arrivait à dire que si on vendait 2 chevaux par an, on était professionnel. Si on en vendait un, on était particulier. Donc c'était allé vraiment très très loin. Aujourd'hui, depuis le 31 décembre 2022, donc tous les contrats conclus après cette date-là, la garantie n'existe plus. Donc ça veut dire que vos demandes d'annulation, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans votre pratique, mais moi je l'ai ressenti dans ma pratique moi, sur les demandes d'annulation de vente, j'en ai plus. J'en ai plus parce que cette garantie légale de conformité, elle avait l'avantage d'être très large, mais aussi de permettre une annulation, le remboursement de tous les frais engagés, donc de vraiment faciliter ces demandes d'annulation. Et c'est vrai qu'en supprimant cette analyse, on est revenu à un terrain et un environnement juridique qui est beaucoup plus sain et qui protège les professionnels. Donc aujourd'hui, on a 2 garanties qui s'appliquent sur les ventes. On a la garantie du code oral, donc c'est celle que monsieur le vétérinaire évoquait tout à l'heure, qui est très restreinte puisqu'il s'applique à des vices rédhibitoires. Donc c'est typiquement le cheval que vous avez acheté, qui était normal au départ, vous le descendez du camion, il est raide boiteux. Là, c'est pareil, c'est le vite. Vous ne l'aviez pas vu à l'achat, vous le descendez du camion, il a une vite. On est sur vraiment une liste très précise de vices rédhibitoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître lors des visites vétérinaires d'achat parce que c'est une garantie qui est assez ancienne. Elle est très difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a 2 délais, il y a 2 procédures à mettre en œuvre dans un délai de 10 ou 30 jours. Donc, je dois d'abord saisir un expert. Donc, je fais une requête au tribunal pour aller saisir un expert pour venir constater le défaut. Et en même temps, je dois saisir le tribunal au fond. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire que dans les 10 jours qui suivent l'arrivée du cheval, vous avez saisi le tribunal au fond, un expert, et vous avez constaté que vous rentrez dans les vices rédhibitoires. Sur ce type de procédure, j'ai eu un cas dans toutes mes demandes d'annulation. C'est vraiment une garantie qui est très difficile à mettre en œuvre. On a aussi donc, la garantie des vices cachés. Donc, c'est un peu différent, qui est un peu plus long. Ça s'applique dans les 2 ans qui suivent la vente. Et c'est le vice, effectivement, qui était caché, qui existait antérieurement à la vente et qu'on le retrouve après. Elle est également difficile à mettre en œuvre parce que, en fait, le cheval, il évolue. C'est le type de procédure qu'on arrivera effectivement à mettre en œuvre dans le mois qui suit parce que le vendeur avait connaissance d'un OCD, par exemple, et qu'on l'a redécouvert avec une analyse radio par la suite. Mais c'est pareil, c'est également quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que le cheval, il évolue. Donc, forcément, dans le cadre d'une défense et dans une procédure sur la base de ce type d'annulation, la défense principale va être de dire le cheval s'est blessé depuis, ou alors il a fait autre chose, ou alors il a fait l'objet d'une utilisation plus ou moins différente de celle qui était prévue. Donc c'est pareil. Et en plus, la garantie des vices cachés ne nous permet pas d'obtenir le remboursement des frais de pension entre le moment où le cheval est arrivé et l'annulation effective. Donc ça veut dire que pratiquement dans le cadre de ces 2 garanties, vous êtes forcément sur une procédure judiciaire. Et en plus, ça veut dire que l'acheteur doit garder le cheval pendant toute la durée de la procédure, doit engager tous les frais pour l'entretenir, pour arriver finalement à une décision qui n'est pas du tout sûre de valider sa décision d'annulation. Donc c'est vrai que je comprends, on est assez traumatisé par cette garantie parce qu'en plus, elle était d'ordre public, on ne pouvait pas l'écarter et elle a généré beaucoup de décisions. Mais aujourd'hui, l'environnement juridique des ventes achats, c'est totalement différent et vous êtes beaucoup plus sécurisé en tant que vendeur. L'avantage quand même de cette garantie légale de conformité, c'est qu'on a beaucoup de décisions. On a beaucoup de jurisprudence. C'est marrant, c'est vraiment une matière qui a été beaucoup mise devant les tribunaux. On a pu comprendre ce que c'était un défaut de conformité, les vices, ce qui constitue un vice caché au terme du Code civil en matière cheval. On a vraiment un recul juridique qui est très important aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre contrat de vente,
qui est vraiment là pour vous aider. On arrive à savoir les points de contentieux sur les ventes. On arrive à les identifier. On sait qu'il y a des ventes qui vont être plus ou moins compliquées. Et l'idée de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous expliquer que la vente, c'est un peu comme un couloir, qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Les portes, elles ne sont pas tout le temps les mêmes selon le type de cheval qu'on vend. Et le but de votre contrat, ça veut dire de fermer toutes ces portes. Et comme ça, quand vous avez fait votre visite vétérinaire d'achat, que vous avez le contrat de vente qui est bien bouclé et qui est précisé par rapport au cheval qui est vendu, le risque de contentieux, il est très peu, mais en plus, vous avez sécurisé votre transaction de la même manière que vous feriez sur l'achat d'une maison. C'est exactement le même principe. On a un contrat de vente. Donc, pour avancer dans l'idée d'un contrat de vente qui vous est spécialisé, on a 4 informations principales qu'il faut absolument mettre dans ce contrat. À partir du moment où on a ces 4 informations, on va venir fermer les portes sur les possibles contentieux. Et on va les regarder avec des exemples assez précis. Donc le premier, ça va être vraiment de préciser le cheval vendu, ses produits et le prix. Alors je sais qu'il y a des éleveurs dans la salle. Aujourd'hui, c'est assez classique, hein, le cheval, on l'identifie dans son contrat de vente. On a quand même, et je t'ai entendu ce midi, on a des sujets sur les paillettes et les ovules qui sont prélevés. Donc quand vous vendez le cheval, est-ce que vous vendez également de stock d'ovules que vous avez éventuellement prélevés, les paillettes? Ça, c'est vraiment des questions qui se posent. Alors c'est surtout sur les produits d'élevage, mais c'est évident qu'en achetant un cheval ou en achetant un étalon, j'ai envie de savoir s'il y a des paillettes qui ont été stockées et prélevées quelque part, qui pourraient peut-être être mises en vente un jour. Donc on n'a pas eu le cas en France, d'après ce que je sache. Ce cas-là, on a eu le cas avec le cheval de dressage Totilas, qui s'est vendu aux Pays-Bas. Donc je crois que c'était un des plus gros ventes, puisqu'il était vendu 9,5 millions. L'acheteur avait gardé un stock de semences de l'étalon quand il a été vendu. Rien n'a été précisé dans le contrat. Je crois que c'était juste une facture. C'était marqué « Vente du cheval Totilas », point. Le cheval, il est décédé quelques années plus tard. Le vendeur s'est dit que c'était une bonne idée de remettre cette semence en vente, parce que forcément, le prix, il avait grimpé. Et les tribunaux sont intervenus. Bon, ça reste les tribunaux néerlandais, mais le principe, il y est quand même. Ils ont dit non, attention, la semence suit l'étalon. Donc, il aurait fallu déclarer, dans le cadre de ce contrat de vente, que la semence devait suivre l'étalon. Ou alors, on peut le préciser autrement. Tout est libre sur cette question-là, il faut juste le préciser. Et c'est vrai qu'avec le développement des commerces des embryons et des paillettes, il faut envisager ce cas de figure-là pour être dans la transparence. La réalisation de la visite vétérinaire, donc on en a beaucoup parlé. Pour moi, c'est une obligation. Alors, c'est vrai que c'est différent selon les courses épiques et les sports équestres. On a une vraie différence de culture en matière de visite vétérinaire. Elle est universelle. Elle se pratique en France, mais elle se pratique aussi partout dans les pays nordiques, en Angleterre, en Allemagne. C'est vraiment une formalité obligatoire. Là, ce qu'on ne sait pas trop en France, et c'est vrai que ce n'est pas très clair, c'est s'il s'agit d'une condition suspensive de la vente. Et on ne sait pas non plus ce que ça veut dire d'avoir une visite vétérinaire qui est bonne. On n'arrive pas à le définir parce que ce qui peut être une bonne visite vétérinaire pour quelqu'un peut ne pas l'être pour d'autres. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal un peu à l'encadrer dans le cadre du contrat de vente parce que finalement, on a déjà fait la visite vétérinaire avant même d'envisager la signature d'un contrat de vente. Donc on n'est peut-être pas vraiment sur la condition suspensive, mais tout dépend un peu du lien qu'on peut avoir entre les deux. En revanche, ce qui est vraiment, vraiment nécessaire, c'est de mettre dans votre contrat de vente si une visite a été faite, si l'acheteur a décidé de ne pas en faire une. Et ça, on a une vraie jurisprudence constante là-dessus. Vous devez proposer la visite vétérinaire en tant que vendeur professionnel et vous devez prouver l'avoir fait. Ça ne sert à rien de dire oui, mais il n'était pas d'accord, il ne voulait pas faire une visite. Vous me mettez dans votre contrat, on aura l'exemple un peu plus loin, vous mettez l'acheteur a décidé ou a renoncé à faire une visite vétérinaire d'achat malgré mes recommandations. Parce qu'en tant que vendeur, vous avez l'obligation de proposer cette visite vétérinaire. En principe, elle doit se faire avec le vétérinaire de l'acheteur. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est un usage qui est parfaitement adapté au contrat. On est dans la transparence. Et c'est même très bien de le faire avec un vétérinaire qui vous connaît. Un vétérinaire qui ne vous connaît pas, il ne sait pas vos usages, il ne sait pas comment vous allez entretenir le cheval ou le garder plus tard. Donc en fait, il faut se déplacer avec son propre vétérinaire qui va être le mieux adapté de faire la visite et de faire les examens et de vous conseiller au mieux. En cas d'examen complémentaire, le vétérinaire doit les proposer, mais vous avez bien évidemment le choix de ne pas les faire. La visite, elle dépendra
de l'usage que le cheval, qui sera fait du cheval et des objectifs que chacun peut avoir. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à annexer ce contrat de vente à mon contrat. Je le demande, parce que c'est vrai que si l'acheteur fait une visite de son côté, le vendeur, il n'en a pas forcément connaissance. Et je trouve que c'est plus loyal que tout le monde a connaissance des conditions dans lesquelles le cheval est vendu. Et ça, il n'y a aucune difficulté. Si vous faites un contrat, vous mettez le vendeur, l'acheteur a fait une visite vétérinaire d'achat, annexe 1. Vous mettez le contrat. Tout le monde a le rapport visite. Comme ça, même le vendeur, avant de signer, il peut même interroger l'acheteur en disant « Attention, là, il y a des points de risque, est-ce que vous les avez bien vus ?» Dans les ventes, on essaye de provoquer la discussion, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter les conflits. Vous avez la possibilité d'exclure la garantie des vices cachés, donc c'est cette garantie sur 2 ans. Si vous excluez la garantie des vices cachés, dans le cadre de votre contrat de vente, ça veut dire que la seule garantie applicable, c'est la garantie qui part sur 10 jours. À partir du moment où on n'a que la garantie du code rural qui s'applique, à part vraiment si vous avez vendu un cheval qui est monté dans un camion et qui redescend du boiteux, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. Ils peuvent consulter les avocats, ils peuvent aller sur Internet, ils verront bien que ça s'arrêtera là. Donc vraiment, cette phrase-là, l'exclusion de la garantie des vices cachés, même si vous ne faites pas de contrat, vous le mettez sur vos factures. Vous le mettez sur un bon de commande, vous le mettez dans un mail, peu importe. J'exclus formellement la garantie des vices cachés de mon contrat. Et là, il y a le risque d'annulation, il revient, je ne sais pas, à 5%. Mais ce qu'on ne pouvait pas faire avec la garantie légale de conformité, parce que code de la consommation, et on ne pouvait pas l'exclure, on peut le faire avec la garantie des vices cachés. Et même si vous ne le mettez pas, si jamais vous l'oubliez, en principe, la garantie du code rural s'applique, mais on peut avoir une convention contraire implicite par laquelle on considère que l'usage du cheval, c'était tellement évident entre les parties que l'usage du cheval, c'était autre, que ça justifie l'application de la garantie des vices cachés. Mais de toute façon, ça ne vous coûte rien, enfin, vous mettez ça à votre facture. Enfin, vraiment, voilà. Peu importe ce que vous vendez, qu'il y ait visite ou pas, vous mettez cette phrase dans vos factures, dans vos contrats. Dernier point, et c'est vraiment un contentieux que moi je considère comme étant un peu émergent, parce qu'aujourd'hui on passe d'un paysage juridique sur les 15 dernières années où on avait garantie du code rural, garantie des vices cachés et garantie légale de conformité. Donc autant veut dire que tout le monde était sur la garantie légale de conformité parce que ça nous permettait de faire tellement de choses et c'était plus facile à annuler. Aujourd'hui on sort la garantie légale de conformité, donc ce qui veut dire que les acheteurs ils n'ont plus de recours, sauf éventuellement l'obligation précontractuelle d'information. C'est une obligation qui existait avant, avec la garantie légale de conformité, sauf qu'on n'y touchait pas, parce qu'on n'en avait pas besoin. C'était vraiment quelque chose c'était dans le Code civil, ça ressort de la jurisprudence, ça a été consacré par le Code civil en 2016. Aujourd'hui, avec la suppression de la garantie légale de conformité, on commence à voir l'arrivée de l'obligation précontractuelle d'information dans nos contrats. Donc c'est quoi ? C'est l'obligation pour le vendeur de donner toutes les informations sur l'objet qu'il vend. Toutes les informations essentielles, donc n'importe quelle information qui peut être importante pour l'acheteur, dans le cadre de sa transaction, il faut la communiquer. C'est nouveau parce que moi, je le vois surtout comme un changement d'esprit sur les obligations de l'acheteur-vendeur. C'est vrai qu'on avait tendance, le vendeur avait tendance à dire « moi, je dis rien ». L'acheteur, il fait sa visite vétérinaire d'achat. Peut-être que le vétérinaire, il verra quelque chose, peut-être qu'il ne verra rien. Mais en tout cas, ce n'est pas à moi d'avancer des informations. Là, cette obligation, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, pas du tout. Maintenant, le vendeur, à partir du moment où il dispose d'une information qui peut être vétérinaire, qui peut être sur les résultats du cheval, qui peut être sur ses conditions de vie, il doit non seulement la donner, mais il doit prouver l'avoir donnée. Et si on ne respecte pas cette obligation-là, il peut y avoir une annulation de la vente. Donc, on y revient. Mais on peut aussi envisager une procédure sur les dommages et intérêts sans avoir passé par une annulation de la vente. Ce qui peut être assez pratique pour les acheteurs, parce que tout le monde, il y a des gens, ils s'attachent aux chevaux. Ils n'ont pas forcément envie d'annuler une vente à chaque fois. En revanche, si on leur dit, vous pouvez garder le cheval, vous en faites ce que vous pouvez dans la limite de ce qu'il est capable de faire, mais je vous permets d'avoir une procédure en dommages et intérêts, ce qui vous permet de sortir le cheval en concours, de le revendre, de faire ce que vous voulez, et vous avez quand même un recours contre le vendeur. On a des exemples sur cette obligation précontractuelle d'information. Le premier que je vais donner, c'est sur un dossier vétérinaire.
C'était un cheval qui avait été vendu et le vétérinaire, enfin le vendeur n'avait pas donné les informations par rapport à une intervention sur une colique. Le cheval, il a récidivé plus tard, il en est mort. Et le vendeur avait dit, je considère que je n'avais pas à donner cette information parce que le vétérinaire est intervenu, c'était le véto de l'acheteur, il a fait une visite, il n'a rien vu parce qu'en fait le cheval n'avait pas été tondu, donc de toute façon il ne voyait pas la cicatrice. Et donc ce n'est pas mon problème, on a fait ce qu'il fallait. Bon. Et ce n'est pas passé du tout. La vente, elle a été annulée, en l'occurrence, c'était il y a quelques années. Et il y a eu des dommages et intérêts, parce qu'on a dit non, vous étiez au courant d'une information qui était nécessairement importante pour l'acheteur, et donc vous auriez dû le dire. Un autre cas, beaucoup plus récent, que j'ai au cabinet moi-même, la vente d'un étalon. Donc c'était un étalon d'une certaine race qui a été exporté. Donc il a fait 3 mois de quarantaine, je crois que c'était au Canada. Et à l'arrivée, quand l'acheteuse avait récupéré le cheval, elle a découvert qu'il s'automutilait. Le cheval, c'est vraiment l'étalon qui se retourne contre lui-même et qui se mange, et qui fait... c'est un vice d'écurie, mais qui touche les entiers. Quand elle s'était rapprochée du vendeur, elle lui avait dit « Mais je ne comprends pas ce qui se passe avec le cheval, il n'arrête pas de se retourner contre lui, il le fait tout le temps, il n'arrêtera jamais. » Le vendeur lui avait dit « Mais tout le monde sait que les entiers peuvent avoir ce type de comportement. » Elle ne le savait pas. Elle n'en avait aucune idée. Elle n'avait jamais eu d'entier de toute sa vie. Et sur les 12 mois d'échange qu'ils avaient eu, puisqu'elle avait acheté le cheval par Internet, à aucun moment lui a dit « Attention, 3 mois de quarantaine, le cheval peut finir par s'automutiler. » Et là, typiquement, c'est un dossier qu'on a eu. Et on a fait une action. Donc, elle n'avait aucune intention de renvoyer le cheval. Il était parti au Canada et il n'allait pas revenir. Elle avait envie de le garder. Mais on a pu faire une action pour demander des dommages et intérêts en disant si j'avais su, à aucun moment, j'aurais pas acheté un cheval qui nécessitait 3 mois d'export pour me retrouver avec un cheval qui s'automutile. Parce que c'était typiquement le fait qu'il était resté 3 mois dans une quarantaine. Et en plus, on avait découvert dans le cadre de la procédure que lui-même avait des procédures très précises parce qu'il était étalonnier. Et donc, il disait non, attention, moi, les étalons, ils se touchent, ils sont dans les box qui permettent d'avoir une communication. Et donc, voilà. Et donc là, on est vraiment au cœur de l'obligation précontractuelle d'information. Et je pense qu'on peut même aller sur le terrain de dire qu'on a une obligation précontractuelle d'information parce qu'il était étalonnier. Quand vous vendez le jeune cheval, ça c'est typiquement, et pour le coup, moi, ça c'est un cas que j'ai eu personnellement, le jeune cheval, vous allez le récupérer dans son élevage, il a passé 3 ans avec ses potes, ses frères à galoper dans un pré, vous le sortez de chez lui, vous le mettez dans un nouvel environnement. Il était très sympa à l'élevage, vous le sortez de chez lui, il est incontrôlable, il ne comprend pas son environnement, ce n'est pas le cheval que vous avez vendu. Donc, avant l'obligation précontractuelle d'information, vous n'aviez rien à dire. Ce n'est pas votre problème en tant que vendeur. C'est l'acheteur de se débrouiller et il achète un jeune cheval, c'est son problème. Aujourd'hui, non. Ça, c'est bien votre problème. Vous devez indiquer dans votre contrat de vente, attention, vous vendez un jeune cheval, il peut avoir un comportement imprévisible, un tempérament qu'il ne maîtrise pas. C'est une clause, mais ça vous protégera sur ce terrain-là. Je sais que c'est lourd, mais en même temps, ça fait partie de vos obligations en tant que vendeur professionnel. Donc là, je vais donner un exemple assez pratique et c'est toujours sympa quand on a nos propres contrats de vente qui sont contestés parce qu'on a l'occasion de voir si ça marche ou pas. Donc là, c'est un couple de jeunes, venaient de s'installer, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est les parents qui leur ont dit, si vous voulez faire de la vente, le commerce de chevaux, vous faites un contrat. Donc je suis intervenue pour faire un contrat, alors certes standard, mais avec des clauses à adapter selon qu'il s'agissait d'un jeune cheval, de la vente d'une poulainière, de la vente d'un étalon. Voilà. Donc déjà, dans l'annonce, on avait déjà des points un peu de difficulté. Parce qu'on avait Coralie est très gentille avec ses congénères et avec l'homme. Elle a besoin de temps pour connaître son monde et faire confiance. Donc déjà, là, on se disait bien qu'il allait avoir une difficulté peut-être au niveau tempéramental. Elle sera idéale pour faire de la rando, balade, trail ou repro. Donc elle ne l'est pas encore, mais elle le sera peut-être bientôt. Et chercher une famille sans côtoile qui serait douce et faire preuve de patience. Donc, ne stress que dans l'annonce, et grâce à la jurisprudence et aux décisions il y a ces 15 dernières années, on sait très bien qu'il y a des points de contentieux que la personne qui achète, il faut qu'il fasse preuve de patience et que, visiblement, il y a encore du travail à faire sur le cheval. Première vente,
ils ont reçu une mise en demeure pour demander l'annulation de la vente. Donc ils n'ont vraiment pas eu de chance. Et en fait, je vous mets donc un extrait du courrier de l'avocat en face qu'ils avaient reçu. Donc là, ils ont demandé l'annulation sur la base des garanties vices cachées, donc 1641 suivant du Code civil. Pourquoi ? Parce qu'on était hors délai pour la garantie du Code rural. Donc ils le demandent. Ce qui soulève, c'est pensant qu'elle avait besoin d'un tour d'adaptation, ils ont laissé quelques jours pour s'habituer, mais finalement, on a une attestation de quelqu'un qui aurait commencé son travail, et là, on lui dit le moindre geste brusque, en se tétanant, il a fallu 10 jours pour qu'elle accepte de sortir du box, n'a pas le comportement d'un jeune cheval, mais d'un poulain terrorisé par l'homme. Voilà. Donc voilà, donc on les a retrouvés, les points un peu d'attention dans l'annonce. Donc peut-être qu'on aurait pu être plus transparent dans l'annonce, mais en fait, comme le contrat de vente qu'on a fait, c'était bien fait, il n'y avait pas besoin. Mais voilà, on retrouve directement dans le courrier les points. Donc pour rappel, garantie vice cachée 1641, parce qu'elle est hors délai sur la garantie Code rural. Et finalement, un problème de comportement, parce que le jeune cheval qui sort de chez elle et qui arrive et qui est terrorisé par l'homme. Donc je vous mets le contrat de vente qu'on avait fait. Ah oui, et dans cette opération, ils n'avaient pas fait de visite veto. Ils n'avaient pas voulu. Donc, on a bien indiqué, malgré les recommandations des vendeurs, l'acquéreur a décidé de ne pas faire de visite vétérinaire d'achat. Donc, ça veut dire que même s'il fait une visite en arrivant chez lui, il n'y a plus rien à faire. On a indiqué donc le prix, la livraison des chevals, les déclarations et représentations. Donc, c'est là où vous avez votre obligation précontractuelle d'information. Alors, c'est trop petit, mais là, j'ai ma clause jeune cheval. Donc, le vendeur attire l'attention sur l'acheteur sur le caractère relativement imprévisible de l'évolution et de la croissance du jeune cheval, lesquels sont conditionnés par les conditions d'hébergement et de vie du cheval. Ça me fait 2 paragraphes. Mais moi, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour répondre à la mise en demeure, en disant attention, on vous avait dit, jeune cheval, caractère imprévisible. Et en dernier lieu, garantie. La présente vente sera régie par la garantie des vices rédhibitoires du Code rural. Elle a fondé sa demande sur la garantie des vices cachés. De toute façon, il n'y avait plus rien à faire parce que je l'avais exclu. Donc, certes, il fallait faire un courrier, et c'est un peu dommage parce que vous avez vu, le prix de vente, je ne sais plus, je crois que c'était 4 000 €. Donc bon, mais de toute façon, le contrat de vente qu'on avait fait, c'était un contrat standard. Vous voyez là, on avait 6 ventes jeunes cheval, on avait fait 6 ventes poulinières, on avait fait les clauses, donc ils peuvent les adapter eux-mêmes. Mais surtout, moi, dans mon travail de réponse au courrier, c'était très rapide, parce que je leur ai dit, attention, article 6, on a exclu cette garantie-là, et article 5, on vous avait dit. Voilà. Donc là, typiquement, dans cette vente pour ce client-là, on avait juste mis que c'était cette garantie-là qui s'appliquait. Voilà. Donc c'est en fait le but de mon intervention, parce que je pense qu'on l'a suffisamment arrêté, faites des contrats. On a suffisamment de recul sur la jurisprudence des 15 dernières années pour identifier des points de contentieux et vous faire des contrats qui permettent vraiment de fermer toutes ces portes de contentieux sur la vente. Et nous, l'idée, c'est de prendre votre activité, de vente, les chevaux que vous vendez, et de vous faire un contrat qui permet de fermer toutes les portes. Et comme ça, vous enlevez donc déjà les risques d'annulation. Et ça vaut vraiment, c'est vraiment très important parce que les procédures, elles sont lourdes, et puis il faut les financer. Et puis, ça permet de professionnaliser son activité aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont très contents de lire quand son vendeur leur recommande en disant « je vends un jeune cheval, je vends un tel type de cheval », et ça professionnalise votre activité également.